Je vais commencer. Donc, je redis bonjour à toutes et à tous. Et donc, je vais vous présenter une communication. Vous m'entendez bien? Très bien. Oui, d'accord. Une communication intitulée Le dialogisme en question, verdadero, verdadera, verdaderamente, ou comment s'affranchir en politique de l'ailleurs des mots Castille, XIIIe siècle. Alors, donc, en fait, je vais vous présenter cette communication qui est un travail en cours qui, qui n'a pas de, enfin, pour lesquels les conclusions auxquelles je suis parvenue sont encore provisoires. Et justement, ça m'intéresserait de recueillir votre avis et vos commentaires. Donc, c'est une communication que j'avais abordée, enfin, j'avais déjà abordé une thématique proche, mais sous un autre angle, dans un article, dans un article intitulé Le poids des mots dans la deuxième partie, que j'avais publié, qui était publié dans la revue Hispania en 2008. Et comme je le disais, j'avais abordé cette question sous un angle différent. J'avais surtout travaillé sur le caractère définitionnel des mots, et même si il y a des points de rencontre, cette fois-ci, j'entends aborder cette question sous l'angle dialogique et précisément examiner la dimension dialogique qui est impliquée par l'activité lexicographique lorsque l'on cherche à définir des mots. Alors, dans le cas d'Alphonse X, puisque je vais travailler, excusez-moi, ouais, je vais travailler sur la deuxième partie. Dans le cas d'Alphonse X, pardon, il s'agit d'une activité qui consiste plus à redéfinir les mots plutôt qu'à les définir. Je vais me situer dans un cadre d'analyse sémantico-pragmatique, donc toujours sur ce même corpus, comme je le disais, même si j'envisage par la suite d'étendre cette réflexion à d'autres textes pour tenter, par l'approche comparative, de mieux cerner la spécificité alphonsine en la matière. Donc, je vais m'intéresser aux emplois de l'adjectif verdadero, verdadera et de l'adverbe verdaderamente, même si je l'annonce ainsi, je m'intéresserai plus spécifiquement ici parce que ça aurait été trop long de tout traiter aux emplois de l'adverbe verdaderamente qui recoupe ceux de l'emploi de l'adjectif verdadero ou verdadera antéposé en fonction d'épithète. J'essaierai de montrer comment ils fonctionnent, comment leur fonctionnement crée deux espaces énonciatifs distincts. Un espace qu'investit l'énonciateur qui cherche à faire valoir sa vérité énonciative et un espace qui est un espace plus commun et partagé, donc un espace qui serait plus interdiscursif, dans lequel justement est présent ce que j'appellerais à la suite d'autres linguistes l'autre interlocutif. Et qui est précisément un espace qu'Alphonse X va chercher à délégitimer. Donc cet espace qui est un espace du savoir commun face à un autre espace qui est celui qu'investit Alphonse X en tant qu'énonciateur. Donc précisément, lorsqu'on parle, on utilise toujours les mots des autres avec la charge sémantique, idéologique, culturelle qui s'est sédimentée en eux. Tout énoncé est ainsi le maillon actualisé d'une chaîne verbale formée de maillons antérieurs et comme tel, tout énoncé nourrit un dialogue interne avec les autres énoncés qui ont été produits avant lui, ce que Bakhtin dénomme dialogisme interdiscursif. Aucun énonciateur ne peut donc, par sa seule parole, prétendre effacer l'ensemble des marques que les autres ont imprimées sur les mots qu'il utilise. Et ce sont précisément ces marques qui sont le signe de ce langage commun et partagé. Alors, pour bien comprendre ce qui est en jeu, il faut se replacer en fait dans la situation de tout énonciateur qui va en permanence négocier son rapport avec les mots qu'il emploie en tenant compte à l'oral de l'usage commun de ces mots et à l'oral et à l'écrit également des traditions discursives qui ont conféré à tous ces mots un certain nombre de traits définitoires perçus comme invariants sémantiques.
Au cours de cette négociation plus ou moins consciente, les énonciateurs peuvent choisir de montrer, d'afficher la dette qu'ils ont à l'égard des mots des autres ou des discours des autres, ou ils peuvent choisir de dissimuler cette dette, de ne pas la manifester. Lorsque cette dette est affichée, on parle ainsi, depuis les travaux de Bakhtin, enrichis notamment par ceux de Jacqueline Auchier-Revus, de dialogisme montré ou interlocutif, qui inscrit une polyphonie, c'est-à-dire une hétérogénéité énonciative, dans le discours. Quand, au contraire, cette dette est plus latente, on ne va pas dire qu'elle est cachée, mais elle n'est pas affichée en tout cas, c'est-à-dire quand le discours de l'énonciateur n'est pas indexé de manière implicite au discours des autres, on parle plutôt de dialogisme interne ou interdiscursif. Alors, justement, Alphonse X, dans la deuxième partie, met en place tout un dispositif juridique, politique, etc., destiné à créer, je vais un petit peu vite, je n'entre pas dans les détails, ce que j'appellerais un monde neuf, qui passe aussi par la construction d'une langue au moins rénovée, à défaut d'être neuve. Et cette construction d'une langue rénovée constitue pour lui un enjeu important. En ce sens, la réalité de la sédimentation sémantique des mots représente pour lui un obstacle, en ce que ces mots, on l'a dit, charrient avec eux tout un arrière-plan socio-historico-culturel, etc., dont il ne peut pas ne pas tenir compte. La question qui se pose donc pour lui est comment utiliser ces mots ou comment faire du neuf avec de l'ancien. Donc, j'essaierai de montrer que l'activité lexicographique d'Alphonse X, dans la deuxième partie, va être placée sous la production de néologismes, non pas lexicaux, mais sémantiques. Il s'agit de resémantiser les mots courants. Et pour ce faire, j'analyserai le fonctionnement de l'adverbe verdaderamente en montrant que les mécanismes énonciatifs qui lui sont constitutifs se déploient au service de la stratégie alphonsine, sinon de faire table rase du passé pour fonder un monde neuf, au moins de le mettre à distance. Donc, j'essaierai de mettre en évidence que cet adverbe sert de marqueur dialogique, anti-interdiscursif, vu que le rôle qui lui est assigné est de vider autant que possible les mots de leur charge sémantique préalable. Ça va, vous me suivez? Très bien. D'accord, merci. Très bien. Voilà, donc là, j'ai oublié de faire passer un petit peu les diapos. Donc, c'était les deux formes de dialogisme. Donc, c'est très important pour bien comprendre ce qui va être dit par la suite, bien comprendre qu'il y a deux formes distinctes et précisément l'un qui introduit de l'hétérogénéité énonciative, ce qu'on appelle polyphonie, et qui rend visible les voix d'énonciateurs antérieurs, et l'autre qui est plus, pas sournois, mais on va dire plus latent, parce qu'il n'indexe pas explicitement le discours de l'énonciateur à celui des autres, et le dialogue entre les textes se fait de façon plus silencieuse, et il faut chercher en quelque sorte ce rapport entre les textes. Alors, donc, ça je l'ai déjà dit aussi. Donc, je vais passer à ma première partie, l'entreprise lexicographique d'Alphonse X dans la deuxième partie. Donc, avant de traiter directement ce qu'il en est de l'adjectif verdaderamente, je vais rappeler un certain nombre de choses qui permettent d'éclairer par la suite la manière dont je vais analyser cet adverbe. Alors, si, comme on le dit couramment, la langue est un bien commun, son fonctionnement est essentiellement assuré par ce que j'ai appelé tout à l'heure l'invariance sémantique des mots. En effet, toute unité lexicale, au niveau du sens, est analysable en une part constante et une part variable dont les valeurs dépendent du contexte. Le discours peut ainsi être perçu comme le lieu où se sédimentent de nouvelles significations, et si ces nouvelles significations se répètent d'un discours à l'autre, elles seront susceptibles de devenir des traits en langue. D'une manière générale, lorsqu'on emploie un mot courant de la langue, on ne s'amuse point à le définir parce qu'il existe globalement un consensus sur le sens des mots communs. C'est bien ce consensus qui autorise un locuteur donné
à employer les mots avec la certitude qu'il sera compris dans l'ensemble par ses allocuteurs, indépendamment des ratés et malentendus qui sous-tendent tout processus de communication. En faisant référence à l'article que j'ai mentionné, le poids des mots dans la deuxième partie, j'avais parlé d'acharnement lexicographique de la part d'Alphonse X pour mettre en évidence que précisément pour lui, l'usage des mots ne va pas de soi. Il manifeste en effet dans ce texte une conscience métalinguistique aiguë, on pourrait dire, qui le conduit à définir, ou plutôt à redéfinir, les mots qui sont au cœur de son projet politique et ainsi, et qui font partie de ce qu'on pourrait appeler le vocabulaire politique commun. Donc, je postule donc, sans trop de risques, qu'il existe un vocabulaire politique commun à l'époque où Alphonse rédige, des mots tels que emperador, rey, pueblo, etc., disposent déjà d'une forme d'invariance sémantique, même si cette invariance demeure mouvante du fait des évolutions sociales et politiques, et surtout de la prégnance du latin et des glissements et réajustements sémantiques qui, à la faveur des traductions, s'opèrent entre la langue latine et le castillan. Quoi qu'il en soit, ces termes du vocabulaire politique sont en castillan porteurs d'instructions de signification qui sont tout à la fois hantés sur leur signification latine et sur celles qui ont pu se sédimenter dans les premiers temps du castillan. Tout l'enjeu d'Alphonse X sera précisément de remettre en mouvement dans et par le discours les mots, en quelque sorte, pour leur conférer de nouvelles instructions sémantiques et greffer sur ces mots du vocabulaire politique commun de nouveaux signifiés qu'il souhaite constants et stables, afin que ce soit ces signifiés-là qui demeurent, en quelque sorte. Alors, justement, lorsqu'on regarde, par exemple, ce qu'il nous dit dans le titre, dans la loi 6 du titre 20, que quiere decir rey et por qué es así llamado, on voit qu'il va repartir d'une approche étymologique, en quelque sorte. Donc, on va avoir rey quiere tanto decir como regidor, etc. Et on va avoir tout de suite, et según los sabios antiguos y señaladamente Aristoteles, etc. Et ce qu'il apparaît, donc je ne vais pas insister là-dessus, c'est précisément la mise en scène d'un dialogisme interlocutif ou montré, c'est-à-dire que les énoncés d'Alphonse sont construits de telle sorte qu'ils fassent explicitement état de leur indexation à une chaîne verbale formée de manière antérieure, comme je l'avais dit précédemment. Alors, ce qu'il faut quand même noter, parce que c'est important pour la suite, c'est que si on est bien dans le cas d'un dialogisme montré, il y a quand même une forme de détournement, puisque nous n'avons pas de citations qui sont introduites, et on l'introduit en fait à partir du discours rapporté, on a según los sabios antiguos, et précisément, cela est important parce que ça permet une certaine liberté interprétative, d'accord, et cela rend possible la réorientation du discours des sources. Donc, en fait, le discours de l'autre est appréhendé. Donc, il est inscrit quelque part, on a des noms, on a cette référence à los sabios antiguos, mais il est appréhendé comme, il se présente, on va dire plutôt, comme discours sur l'autre à partir de soi, c'est-à-dire à partir de ce que l'on veut, ce que l'on veut montrer, pardon. Et donc, il subit une double décontextualisation. D'une part, l'énonciateur qui se l'approprie, comme je l'ai dit, est toujours susceptible de le détourner, de le réinterpréter, de le synthétiser. Et par ailleurs, la simple insertion de ce discours ancien dans un contexte nouveau contribue également à sa resémantisation. Donc, quoi qu'il en soit, et je l'ai montré dans d'autres travaux, ce qui importe ici, c'est l'indexation de ce discours, du discours produit à des sources autorisées. Ce qui importe aussi, c'est de manifester la continuité de la chaîne énonciative et le choix du discours rapporté
étant une manière de ne pas être trop prisonnier, trop captif de ce discours autorisé. Donc, par rapport à ce qui a été dit de l'enjeu pour Alphonse X de créer un monde neuf à partir de valeurs nouvelles, précisément, il s'agit pour lui de se libérer en quelque sorte du discours de l'autre pour faire émerger sa propre voix, son propre discours. Et donc, il ne s'agit absolument pas pour lui de restituer l'ailleurs des mots qui va nuire en quelque sorte à son projet, mais destituer sa propre prédication en prenant ses distances avec ce que je reprends l'expression de Ducrot, l'étiquetage primitif des mots des autres. Alors, les deux opérations, celle de restituer une prédication existante et celle d'instituer sa propre prédication, ne sont pas indépendantes l'une de l'autre, même si elles s'élaborent en deux phases distinctes. En effet, la méthode, entre guillemets, alphonsine, tend à se décliner comme suit. Dans un premier temps, il fournit des instructions sémantiques qui viennent du dehors, qui viennent de l'avant, et dont le contenu donc ne lui est pas directement imputable. Et ensuite, il propose, dans l'objectif d'imposer, ses propres signifiés aux signifiants qu'il a initialement présentés comme relevant d'un vocabulaire politique commun. L'exemple du mot « rey » est à ce titre particulièrement significatif, et ce que nous verrons. Alors, ce que l'on peut aussi mettre en évidence, c'est la démarche quelque peu analytique qu'Alphonse X emprunte pour ses descriptions lexicographiques. S'agissant du mot « rey », on peut aisément constater que la définition première, qui est d'ordre et de nature étymologique, que quiere decir, cual quiere decir rey, et qui va viser à poser l'adéquation du signe linguistique à son référent, selon le postulat philosophique d'essence aristotélicienne qui tient les mots pour une simple nomenclature entretenant un rapport rigide avec le monde objectif et conceptuel. En fait, il va commencer par là, mais l'ensemble de la définition va s'étendre sur 4 ou 5 lois, ou 4 lois. Donc, il y a une démarche progressive et précisément au cours de cette démarche, Alphonse X va progressivement se démarquer des propos antérieurs, des définitions antérieures pour créer, fonder son propre espace énonciatif. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que justement, la vérité référentielle ou logique, c'est-à-dire l'adéquation du mot à la chose, n'est pas exactement ce qui l'intéresse, on l'a déjà dit. Ce qui l'intéresse, c'est de poser la vérité de son énonciation, une sorte de vérité pragmatique. Et il faut entendre ici la notion de vérité comme la pertinence pragmatique de son énonciation face à toute discussion, toute contestation possible dans un contexte où le discours est perçu comme moyen d'agir sur l'autre interlocutif. Donc, tout ce qui est, on voit aux actes locutoires, etc. Donc, je vais donc passer à précisément l'examen de verdaderamente, en particulier comme marqueur dialogique, mais de quel type. Donc, j'ai essayé de montrer dans la première partie les modalités par lesquelles Alphonse X tâchait de mettre en conformité son discours avec les discours antérieurs qu'il pose en garant du sien. Comme je l'ai dit également, cette démarche le conduit à afficher une hétérogénéité énonciative. Donc, ce que j'ai dit du mot « rey » est valable des autres mots que je ne vais pas analyser ici. Et donc, il présente son discours comme traversé par les voies autorisées, mais là, n'est qu'un aspect de sa stratégie d'ensemble. Alors, l'autre aspect de sa stratégie consistera en partie, en tout cas aujourd'hui, à voir l'emploi, à examiner l'emploi qu'il fait de l'adverbe verdaderamente ou de l'adjectif verdadero que je n'étudierai pas, mais c'est la même chose. Et je vais donc m'intéresser à l'analyse de 3 exemples pour manifester les mécanismes énonciatifs qu'il utilise pour faire taire les voix du dehors et faire table rase de l'ailleurs des mots. Alors, donc, je vais m'intéresser à ces 3 exemples
verdaderamente es llamado rey aquel que con derecho gana el señorío y puede ganar por derecho en estas 4 maneras, donde si lo ganan los reyes en alguna de las maneras que de desuso dijimos, son dichos verdaderamente reyes. Y hay variante avec en verdad, y como quiera que el linaje es noble cosa, abonda pase y vence, il y a une erreur là, pasa y vence, ah pardon, je vais corriger après, mas quien las a, qu'est-ce que j'ai mis? Este puede ser dicho en verdad rico omne, etc. Donc, pour analyser le fonctionnement de l'adverbe verdaderamente dans les exemples ici, je vais utiliser une catégorie linguistique qui s'appelle la catégorie de l'enclosure, qui n'est peut-être pas très, très connue, mais qui est bien utile pour ce type de fonctionnement. Donc, je vais d'abord vous expliquer en quelques mots, parce que c'est assez complexe, mais je vais schématiser ce que l'on peut entendre par la catégorie de l'enclosure et pourquoi l'adverbe verdaderamente entre dans cette catégorie et pourquoi cette catégorie nous est utile ici. Bref. Donc, alors, il existe dans la langue des adjectifs, des adverbes ou des syntagmes nominaux qui se placent avant le nom et viennent en modifier le sens. C'est le cas, par exemple, de termes comme casi, una especie de, una suerte de, propiamente, verdadero, verdaderamente, en verdad, etc. Donc, c'est une catégorie qui est hétérogène. La délimitation ne fait pas consensus parmi les linguistes, mais ce qui fait consensus, c'est leur fonctionnement énonciatif convergent. Alors, Lander définit les enclosures comme des prédicats modificateurs de prédicats et les travaux menés sur les enclosures comme des prédicateurs, les travaux menés sur les enclosures invitent à considérer certaines d'entre elles, par exemple, si on prend le cas de una especie de, comme des formes visant à signaler une définition par approximation, à l'image des formes de non-coïncidence du dire mises en évidence par Jacqueline Ochirivous quand le locuteur ne parvient pas à trouver la manière adéquate de dire et qu'il propose, par exemple, une définition par défaut. Et donc, par exemple, lorsque l'on dit une sorte de, une espèce de, etc. en français, si je me réfère à la citation de Robert Martin dans La logique du sens, la définition par approximation est une commodité où le lexicographe fait usage d'indicateurs du type sorte de, espèce de, en désespoir de cause pour définir. Et donc, lorsque l'on analyse, lorsqu'on met en relation les éléments de cette catégorie de l'enclosure avec notre adjectif verdaderamente et avec d'autres éléments, on peut, en tout cas moi, ce que j'en retiens, c'est que ces modificateurs de prédicats antéposés mettent en exergue une difficulté à ajuster le dire. Donc ça, ce serait ce qu'ils manifestent en fait au niveau énonciatif, soit qu'ils mettent en évidence une faille du dire, c'est ce qui se passe par exemple dans la définition par approximation qui manque en quelque sorte son but, ou alors ils redoublent le dire pour qu'il en dise plus. Dire 2 fois, comme c'est le cas par exemple dans des dénoncés pseudo-tautologiques de la forme esta mujer es una verdadera mujer. Donc en fait, on remarque que soit il y a volonté, enfin manifestation de vouloir combler un vide, ou à l'inverse, d'afficher un trop-plein du dire, et souvent cela a partie liée avec les énoncés définitionnels. Alors, dans les exemples qui nous intéressent, on voit que l'adverbe verdaderamente est employé dans des phrases que je dirais métalinguistiques, donc qui sont des énoncés définitionnels de la forme X s'appelait vraiment Y. Et ce qui est intéressant justement dans cette formulation, on peut mettre pour l'instant le vraiment ou le verdaderamente donc entre parenthèses. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce recours au métalangage qui fait que l'objet du discours est métalinguistique. Alors, si on se réfère à Jacobson, quand il parle du métalangage, il nous fait remarquer
que lorsque l'on recourt au métalangage, on cherche à résoudre un problème en relation avec le sens ou avec la manière de définir un mot. Et en fait, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que l'on résout un problème, mais au lieu de le poser comme problème, on en donne une résolution directe. C'est-à-dire que le problème pourrait se formuler comme dans notre cas, que signifie X, à savoir qu'est-ce que vraiment X, ou à quel moment est-il juste adéquat de désigner X comme étant Y, etc. Ce que Alphonse X aurait pu formuler il aurait pu formuler ces problèmes dans leur factualité problématique, comme autant de questions qui traversent la société castillane du XIIIe siècle. Comment concevoir la royauté? Qu'est-ce qu'être un roi? Comment fonder les rapports entre le roi et les grands sujets, etc. C'est-à-dire autant de questions qu'il ne pose pas, mais qu'il résout sous forme de réponses qu'on pourrait dire apocritiques. Réponses apocritiques précisément parce qu'elles sont péremptoires, elles apparaissent comme une assertion non problématique et elles prennent l'allure de définition justement parce que lorsque l'on définit, on asserte quelque chose et on présente précisément comme non problématique, comme allant de soi une équivalence entre deux entités. En effet, en recourant à la définition métalinguistique, de la forme X appelée, entre parenthèses ou pas vraiment Y, parce qu'il y a aussi des définitions où il n'y a pas vraiment, Alphonse X ne fait rien d'autre que de poser une équivalence entre X et Y. Et si on regarde bien ce qui se passe lorsqu'on pose une telle équivalence, on en revient à ce que Josette Reydebov nous dit dans le métalangage, étude linguistique du discours sur le langage, qu'il y a une équivalence entre les énoncés de la forme X être Y et X appelé Y, puisque tout énoncé du type X être Y peut s'interpréter comme ce qui s'appelait X être Y. Il s'ensuit que tous les énoncés de ce type sont des phrases définitionnelles, dans la mesure où ils sont destinés à informer sur le designatum et sur le signifié du mot. Donc, on revoit cette dimension de problématicité qui est résolue de façon un petit peu autoritaire, on va dire, par Alphonse X. Alors, précisément, on peut se demander pourquoi, pour résoudre ces problèmes, introduire l'adverbe verdaderamente. Pourquoi ne pas se contenter directement de X appelé Y? Pourquoi vouloir introduire ces adverbes? Alors, pour essayer de comprendre ce qui est en jeu, donc là, ce sont des hypothèses, donc j'attends vos remarques. Précisément, on va essayer de comparer les deux énoncés à deux énoncés qui ne sont pas dans le texte alphonsien, mais qui auraient pu éventuellement y être. Donc, les énoncés 3 et 4 sont ceux que nous trouvons dans le texte de la deuxième partie. Les qui sont identiques, sauf que le verdaderamente a été supprimé, d'accord? Et donc, l'idée, c'est d'essayer de comprendre ce qu'apporte verdaderamente et quelle est sa fonction, pourquoi il apparaît, si, c'est-à-dire dans la loi 8 ou 9. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu des développements depuis la loi 6 où il était parti de se dire des anciens, en particulier d'Aristote sur la définition des rois. Alors lorsque l'on... Donc, je me resitue dans une situation où quelqu'un nous demande nous pose une question sur la définition d'un mot courant, d'un mot qui relève du vocabulaire commun. Et en principe, on va lui répondre, par exemple, quelque chose du type « Es llamado rey a quelque », etc. Bon, naturellement, pas dans cette langue-là, mais peu importe. En fait, on va répondre en reprenant les traits sémantiques remarquables de l'unité lexicale, ce qui nous semble devoir être mis en exergue, et tels qu'ils ont été formulés et légitimés avant nous. Cette reprise des mots des autres, dans la perspective définitionnelle qui est la nôtre ici,
renvoie à ce que Ducrot a appelé et que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, l'étiquetage primitif des mots. Et c'est une formulation qu'il emploie dans l'explication qu'il propose de la différence entre les expressions « je trouve que » et les expressions « je pense, je crois, je suis sûr que ». Alors, et cette différence rejoint notre propos. Je vais essayer de vous expliquer, en espérant y arriver, pourquoi et comment. Alors, je continue. Donc, gardez bien en tête ces deux formulations et gardez en tête, je vais mettre sur les diapos, l'analyse de Ducrot, je trouve que, je crois, je suis sûr ou je pense que. Alors, donc, Ducrot va mettre en évidence dans son analyse l'étrangeté d'un énoncé de la forme « je trouve que cette voiture est une Citroën ». Par rapport au caractère banal de l'énoncé « je pense, je crois que cette voiture est une Citroën ». Et donc, il va expliquer cette différence d'appréciation, donc un énoncé qui apparaît étrange et l'autre qui ne pose pas de difficultés particulières. Il va dire que la détermination de la marque d'une voiture étant indépendante de mon activité énonciatrice, je ne peux que m'y référer. Je ne peux que faire une sorte de pari sur l'étiquetage primitif, étiquetage que je considère comme déjà accompli au moment où je parle. D'accord? Et donc, précisément, alors, excusez-moi. Donc, pour Ducrot, par rapport à l'exemple de déclarer en quelque sorte qu'une voiture est une Citroën ou pas, je n'ai pas à émettre de jugement sur le fait qu'une voiture soit ou non une Citroën, ce qui serait le cas si je disais, quand je dis, je trouve que cette voiture est une Citroën. L'appartenance d'une voiture à la classe des véhicules étiquetés comme étant de la marque Citroën ne relève pas de mon appréciation personnelle, c'est un fait établi indépendamment de moi que je ne peux que reconnaître et reprendre en tant que tel ou avouer mon incompétence à cet égard. En ce sens, je ne peux que recourir à des verbes comme je crois, je pense, si je ne suis pas sûre, ou je suis sûre, si j'en suis sûre, justement, qui portent sur une relation de fait objective à mes yeux et non pas un verbe comme trouver que, qui stipule un jugement, un engagement énonciatif personnel qui n'aurait pas sa place ici. La thèse de Ducrot consiste donc à tenir la construction penser, croire, être sûr que pour une prédication seconde, c'est-à-dire pour la restitution d'un jugement prédicatif antérieur au dire du locuteur, tandis que la construction trouver que renverrait à une prédication originelle qui est donc de ce fait de la responsabilité directe du locuteur vu qu'elle est porteuse d'un jugement individuel, d'une appréciation personnelle. Qu'est-ce qui relie donc cette analyse de Ducrot, que fait Ducrot de trouver, je crois, penser que, à nos phrases définitionnelles comportant ou non l'adverbe verdaderamente? Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué l'acharnement lexicographique d'Alphonse X en précisant que son objectif était moins de définir que de redéfinir. Si l'on tient compte du fait qu'une définition est par nature interdiscursive, c'est-à-dire qu'elle relève du savoir commun et qu'en général, elle ne se présente pas comme l'émanation d'une voix purement individuelle, même s'il n'y a pas de voix purement individuelle. Il s'avère compliqué pour Alphonse X, qui au départ a proposé un certain nombre de définitions qui étaient indexées, comme on l'a vu, au discours des autorités anciennes, de proposer de nouvelles définitions ou configurations définitionnelles des mots communs, comme si de rien n'était, comme si rien n'avait été défini avant lui. Il se trouve donc confronté au paradoxe de devoir employer je crois, je pense, je suis sûr que, ce qui revient dans notre cas à según dijeron los sabios antiguos, c'est-à-dire une prédication seconde du fait que les définitions ont déjà été données auparavant,
alors que précisément, il aurait voulu employer je trouve que, c'est-à-dire a mi modo de ver, en mi opinion, etc. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, Hmm. oui, 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 oui. oui. Donc, du coup, voilà, le problème qui concerne les définitions, voilà, quand on définit un terme, le terme commun d'une langue, on ne peut pas directement effacer tous les traits les plus remarquables du mot pour imposer de nouveaux traits. Or, comme je l'ai dit, donc on est dans le cas d'une prédication seconde. Or, ce qui intéresse Alphonse X, ce serait plutôt d'arriver à être dans quelque chose qui serait moins second, en tout cas, même si ce n'est pas toujours possible. Alors, lorsqu'on dit es llamado rey aquel que con derecho gana, etc., on pose une définition interdiscursive, d'accord, qui renvoie normalement à des choses qui ont déjà été définies comme telles et qui sont connues en fait. Alors, d'accord. Donc, cette formulation tendrait à renvoyer la définition du côté du connu, du déjà dit, de l'avant, de l'ailleurs, etc., tout ce que l'on veut. Or, comme on l'a vu, ce n'est pas ce qui intéresse Alphonse X. En même temps, s'il dit es llamado rey aquel que con derecho gana el señorío sans aucune précaution oratoire, ça va paraître étrange et il va être la cible de contestation, de discussion polémique sur sa définition. Donc, précisément, le rôle de l'adjectif verdaderamente ou en verdad, comme on a vu qu'il pouvait être une variante, sera de manifester la rupture entre la définition qu'il aurait dû, en quelque sorte, donner et celle qu'il va proposer. Et précisément, la présence de verdaderamente, alors je vais essayer de, voilà, la présence de verdaderamente va manifester, va être perçue comme une précaution oratoire qui va manifester le fait que son énoncé définitionnel présuppose un discours antagoniste dans lequel son adversaire présumé poserait que jamais le mot roi n'a été défini ainsi par personne. Alors, peu importe que ce discours antagoniste existe vraiment ou pas, ce qui compte ici, c'est de construire ce discours en tant qu'antagoniste, en tant que présupposé, en tant que paradoxe qui va s'opposer par anticipation aux objections qui pourraient être faites quant à la légitimité de cette définition, dont le caractère interdiscursif se trouve ainsi neutralisé. Alors, ce faisant, on renvoie à la dimension dialogique en inscrivant un autre interlocutif contestataire dans le discours et en répondant par anticipation à ces contestations. Verdaderamente es llamado rey aquel que, etc. Ce verdaderamente va donc manifester que dans sa structure même, l'énoncé est problématique et que le locuteur est amené à devancer une contestation possible. Donc, dans un tel énoncé affleure donc la présence de l'autre interlocutif, ce qui renvoie, je l'ai dit, à la dimension dialogique de l'énonciation. Alors, je ne sais pas, vous pouvez imaginer plusieurs dire cette femme est une vraie femme, esa mujer es una verdadera mujer. Il y a toujours quelque part une anticipation, en tout cas d'une contestation, ou en tout cas une concurrence, la mise en concurrence de des définitions possibles qui ne se rejoignent pas. Et donc, c'est en ce sens que j'ai dit qu'affleure la présence de l'autre interlocutif avec cette définition concurrente ou cette manière de voir concurrente. Alors, les enclosures telles que verdadero, verdadera, verdaderamente peuvent donc être tenues pour des marqueurs dialogiques, même si elles ne figurent pas dans les listes proposées par Jacques Brest successivement en 1996 et 1999. Elles peuvent être lues comme des anticipateurs de contestation ou de doute, et par là même, comme le propose Lander, comme des confirmateurs
excusez-moi pour tous ces néologismes qui ne viennent pas nécessairement de moi, d'énonciation grâce auquel l'énonciateur cherche à poser son énonciation comme incontestable et donc à réfuter par avance les contestations. Si cette précaution oratoire est importante, s'il convient qu'Alphonse doive manifester par le recours à l'enclosure verdaderamente qui affecte la forme de la phrase définitionnelle, qu'il assume la prise en charge énonciative, c'est parce qu'il effectue en fait un acte transgressif. Il transforme un énoncé définitionnel que l'on serait tenté de qualifier de doxal, c'est-à-dire qu'il est propre à une culture, en un acte créateur individuel, en un fait énonciatif personnel, sa définition à lui. Les lois n'avaient pas été définies ainsi avant lui. Il ne restitue donc pas une définition, je renvoie à ce que je disais, donc il n'est pas dans une prédication seconde, mais il l'institue et donc du fait, il commet une transgression. C'est ce que je voulais indiquer. On pourrait, pour bien comprendre, mieux comprendre encore, dire que cette transgression serait comparable à une forme de déproverbialisation, comme si, par exemple, au lieu de dire El hombre es un lobo para el hombre, un énonciateur disait El hombre es un verdadero lobo para el hombre, donc quelque part, il changerait la forme que l'on a tendance à tenir pour figer du proverbe ou de l'énoncé de ce type, et d'autre part, il montrerait ainsi par l'insertion de l'enclosure verdadero, ici, qu'il prend en charge, qu'il manifeste, qu'il affiche une prise en charge individualisée de l'énoncé doxal. Donc, la présence de cette enclosure peut être perçue de deux façons au moins, comme le moyen, je l'ai dit, de devancer une contestation, mais aussi comme le moyen de signifier que l'on met en concurrence deux définitions qui ne sont pas nécessairement compatibles et que l'on assume la prise en charge de manière individuelle de son propos, en fait, alors que les énoncés définitionnels, comme je l'ai dit, peuvent être rattachés à des énoncés doxaux. Alors, je continue, j'ai presque fini. Donc, ces éléments nous conduisent à analyser cet adverbe verdaderamente comme un marqueur dialogique qui inscrit l'autre interlocutif dans son discours. Et la question de la transgression, je l'ai déjà vue, et précisément, je voudrais montrer que l'on pourrait éventuellement aller un petit peu plus loin. Ne pas dire que ce sont juste des marqueurs interlocutifs, des marqueurs polyphoniques qui inscrivent la présence de l'autre dans le discours, mais montrer qu'ils essaient également de neutraliser la dimension interdiscursive. Alors, un énoncé, une paraphrase possible de l'énoncé des énoncés que j'ai pris en exemple, et donc du premier, je crois, pourrait être decimos que los reyes son verdaderos reyes solo si ganan el señorío en alguna de las maneras que de sus dijimos. Et précisément, on voit à ce moment-là qu'il y a deux définitions qui s'affrontent, celle qui est communément admise, mais qui ne comporte pas le trait définitoire indiqué dans la définition proposée. Et donc, à ce moment-là, la dimension interdiscursive de la définition est convoquée, mais pour être mieux annulée. Les traits que la définition émanant du savoir collectif convoque pour la définition du roi concourt à définir de faux rois, tandis que celle qui se trouve proposée et qui concourt à définir les vrais rois, c'est-à-dire les rois légitimes. Donc, de cette manière, on voit qu'il y a une confrontation et que de cette confrontation, précisément, le locuteur qui accomplit cet acte transgressif manifeste qu'il cherche à s'affranchir des mots,
de ce qui avait été dit auparavant pour proposer quelque chose de nouveau. Et donc, du fait, il me semble que verdaderamente pourrait être perçu non pas seulement comme un marqueur dialogique, mais sans doute aussi comme un marqueur anti-interdiscursif. Ce n'est pas très joli. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de meilleure formulation, dans la mesure où ils contribuent à effacer, ils ont un rôle d'effaceur de la teneur interdiscursive des énoncés, puisqu'ils annihilent en quelque sorte la légitimité, en tout cas dans le cas qui nous intéresse ici, des définitions et des traits définitoires qui avaient été proposés. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, c'était très intéressant. Est-ce que j'interviens le premier là ou... Ben, vas-y. Je ne sais pas. Je ne veux pas prendre la place si quelqu'un a des questions à poser. Enfin, donc, ce que tu as exposé est très intéressant et tes exemples étaient particulièrement éclairants hein, au fur et à mesure. En plus, tu as introduit des concepts qui peuvent être intéressants. À propos d'enclosure que je ne connaissais pas, au fond, on parle aussi de modalisateurs. Oui, mais ce sont des modalisateurs. C'est exactement la même chose. Et dans ce domaine-là, je trouve effectivement que la distinction que tu utilises aussi, d'ailleurs, hein, si j'en juge par ton exposé précédent dans ce séminaire, hein, sur les modalisateurs, ce qui est intéressant, c'est cette frontière, cette distinction que nous cherchons avec plus ou moins de bonheur de placer entre ce que Pottier appelle l'alithique, qui est ce qui est, hein, ce qui est, hein, plus exactement. C'est ça. Je dis que ceci existe. Je dis que ce véhicule est une Citroën, c'est comme ça. C'est pas à moi d'hésiter. On sait que c'est une Citroën. Et puis l'épistémique, et alors là, bien sûr, apparaissent tout l'éventail de notre savoir. Alors, je pensais à deux choses, en fait, tout en écoutant. D'abord, à une petite entrée dans le très beau dictionnaire, tu sais, étymologique de la langue latine, de Ernoult et Meillet. En fait, tu chercheras à l'entrée Wérus, hein, et c'est intéressant parce que dans Wérus, donc c'est un adjectif, et puis il y avait trois adverbes, hein, wéro, wéré, et puis wérum également, qui peut être employé adverbialement. Et selon la forme, l'affirmation était différente. Hein. On pouvait même nuancer, je crois, entre wérum, wéro, quelque chose comme ça. Enfin, donc il y avait quidem aussi qui en somme, c'était des jalons en somme de l'interlocutif. Hein, et la langue latine était très bien. Puis alors d'autre part, toujours à propos de l'épistémique, en fait, du domaine de verdaderamente et puis des enclosures, je pensais aussi à cette façon, alors ça c'est Curtius hein, qui développe ça en particulier, les modèles, hein, et notamment, je ne sais plus si c'est chez Curtius, mais enfin c'était très, très fréquent dans la langue, dans les textes médiévaux, enfin chez les penseurs médiévaux, la dialectique c'est je n'ose pas moi qui suis un nain affirmer quelque chose, et donc pour cela je m'appuie sur les géants. Alors c'était à partir d'une phrase de Bernard de Chartres, et on s'appuyait, en somme, on appuyait son discours en citant par exemple Aristote ou enfin les grands penseurs, les grands textes, hein, les grands textes classiques. Alors ça, c'est important. Puis alors, un dernier petit détail, ce verdaderamente me fait penser à un auteur, c'est dans le Quichotte, hein, souvent lorsque Cervantes, enfin, introduit Silamente Benengeli, elle a dit verdaderamente, enfin, il met toujours verdaderamente en début de chapitre dans ce domaine. Voilà, voilà quelques petits éléments
euh, à la lisière de ton. Et puis alors oui, très important aussi. Alors là, ben, Alexandra et moi, on en parle beaucoup, et plus même encore une collègue, euh, Sylvia Palma, en parémiologie, le doxal et le paradoxal, bien sûr, qui est très important dans le domaine de l'interlocutif. Les proverbes sont doxaux ou paradoxaux, hein, et selon que l'on affronte ou que l'on va dans le sens de son interlocuteur, euh, on affirme la doxa, hein, ça, ou alors au contraire on s'en sépare. C'est un domaine également très intéressant dans le domaine de la parémiologie. Enfin, donc, oui, j'ai bien aimé en fait, toutes ces notions, enfin, l'interlocutif, l'interdiscursif, également très intéressant. Merci beaucoup. Moi aussi, je voudrais intervenir, si tu veux bien, Corinne. Merci beaucoup déjà pour cet exposé encore très suggestif, comme d'habitude. Hein. C'est toujours très... Ça me plaît toujours beaucoup ce que tu fais. En t'écoutant, je pensais, j'ai regardé, j'ai vérifié, je pensais au prologue des Partidas, où on a l'adjectif et l'adverbe cierto et el saber cierto. Alors, sauf que là, c'est placé après hein, le substantif et l'adverbe ciertamente hein, qui est répété plusieurs fois. Justement, on n'a pas verdadero, verdaderamente dans le prologue, mais cierto, ciertamente. Alors, je ne sais pas si ça peut apporter quelque chose à ton exposé, mais enfin, ça vient confirmer peut-être ta démonstration. D'accord, je vais regarder. Merci beaucoup, Patricia. Intervenir aussi? Oui, bien sûr, Olivier. Merci beaucoup, Corinne, vraiment pour cet exposé vraiment passionnant. Bon, pour moi, ça remue beaucoup de choses, tous ces arguments d'autorité et tout ce problème de l'autoritas. Alors, deux remarques, deux choses qui ont attiré vraiment mon attention. Une première chose, en fait, c'est l'idée de ce retournement qu'il y a dans l'utilisation du discours d'autrui, dans les exemples que tu as pris, puisqu'on trouve d'une part ce segun hein, qui renvoie bien à un dire antérieur, qui prend acte de l'existence de ce dire antérieur, et ensuite ces formulations en verdaderamente qui, elles, sont toujours dans une forme de dialogisme, mais un dialogisme qui, au lieu de reconnaître l'autorité et donc la supériorité du dire antérieur, au contraire, lui ôte toute légitimité. Donc on a vraiment un retournement dans la procédure pour ce qui est du rapport au d'autrui, et tout ça se fait de façon très synthétique. Il y a vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu et qui, je crois, pourrait être appliqué à d'autres choses, c'est cette idée que le problème est résolu avant même d'avoir été posé. Ça, c'est quelque chose qui me semble vraiment typique de l'argumentation d'autorité, en fait, pour couper l'herbe sous le pied à toute objection, en fait. On ne présente pas un problème qui serait à discuter, on donne directement la réponse à ce problème, la solution de ce problème, sans même l'avoir posé, et donc, par définition, cette réponse est irréfutable, puisqu'il n'y a pas eu de problème posé. Enfin, voilà. Donc ça me semble un procédé vraiment central dans tous ces discours juridiques. Il se trouve que là, c'est un discours de loi, c'est un discours juridique, donc ça serait presque une marque d'identification. Alors, je ne sais pas si elle est proprement alphonsine, mais c'est vrai que chez Alphonse X, c'est particulièrement présent. Et la deuxième remarque, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Donc, tu as pris l'exemple de la définition du roi pour ce verdaderamente. Alors, est-ce que tu penses que ça serait une sorte de définition matrice parce que Alphonse X est roi? Et donc, le fait qu'il définisse le roi en étant roi, il y a une part de légitimité supplémentaire à donner cette définition. Peut-être qu'il n'a pas pour d'autres définitions. C'est-à-dire que là, il y a une coïncidence finalement entre ce qu'il est et ce qu'il cherche à définir. Est-ce que ça serait pour toi un cas particulier, ou bien ça fonctionne vraiment comme pour toutes les autres définitions, que ce soit voilà, pour des charges ou des fonctions ou des objets qui ne se rapportent pas directement au sujet énonciateur qu'il est? Je pense que ce n'est pas propre au fait qu'il soit roi parce qu'on retrouve cette façon de redéfinir de manière un petit peu autoritaire pour d'autres, pour el pueblo, pour l'emperador, pour d'autres. Bon, il visait l'empire, mais il n'était pas, non. Je crois que c'est plutôt sa façon
de remettre les choses, enfin de proposer de nouvelles définitions par rapport à son projet. Donc, il sait exactement quel trait il veut introduire comme marqueur définitionnel pour modifier la perception et la définition qui est déjà posée. Donc, peut-être que là, alors peut-être que c'est un peu plus long, qui prend un petit peu plus de temps, je trouve, là, pour introduire son verdaderamente. Il y a au moins 2 ou 3 lois où c'est un peu... Il se démarque de plus en plus du discours des autorités, mais il dit encore des choses qui étaient encore... qui avaient déjà été dites, même s'il les reformule, bien sûr. Alors, peut-être qu'il prend plus de précautions au contraire parce qu'il est roi. Je ne sais pas. Ce serait plutôt l'inverse pour moi. Ouais. Merci. Corinne, moi, si personne n'a de questions intelligentes à poser, j'en ai une idiote, que je crois idiote, ou disons, je n'arrive même pas très très bien à la formuler. Évidemment, pendant que tu parlais, j'ai regardé comment nous avions traduit verdaderamente dans la traduction. Je suis un petit peu obsédée par cette traduction. Alors, ma question, c'est celle-ci. Je ne sais pas si elle est très fondée, mais est-ce que c'est la même chose dans les deux langues? Par exemple, je me demandais tout à l'heure comment on traduit en espagnol. Je peux dire, je trouve que ce véhicule est une Citroën. Je peux le dire. Mais qu'est-ce que je dirais en espagnol? On ne dira pas, je trouve, que ce véhicule. On ne dira pas, c'est ça. On ne dira pas. Bon, en français non plus, mais grammaticalement, tu peux le dire, mais tu ne pourrais pas dire en espagnol encuentro que este. Enfin, ça, tu ne peux pas dire. Tu peux dire En tu peux français passer non plus, par mes palais, ce qui n'est pas la même chose. Tu peux utiliser une expression qui renvoie à l'opinion. Oui, me parece, par exemple. Me parece que este coche es un... Et ce n'est pas tout à fait la même chose de dire il me semble que cette voiture est une Citroën. Je trouve que cette voiture est une Citroën. Enfin, bref, toujours est-il que je me disais, est-ce que verdaderamente et en vérité, ou en verdad, en vérité, est-ce qu'en vérité, est-ce que tu tiendrais le même discours que tu as tenu sur en verdad et verdaderamente dans les assertions d'Alphonse X avec le français? Dans ce cas, ce serait plutôt avec le français vraiment. Voilà, parce qu'alors, du coup, je suis allée regarder comment on avait traduit verdaderamente, si llamado rey aquel que con derecho gana, etc. Et on a traduit par proprement. Est proprement appelé roi. Du coup, non, vous ne tiquez pas là, les traducteurs Non, c'est intéressant ce que dit Marie. Au contraire, parce que ça remet des choses en mouvement. Oui. Ouais, parce que du coup, moi, je suis hyper en t'écoutant, j'étais hyper convaincue, tu vois. Et je me suis dit, bon, très bien, mais alors du coup, comment on a fait en français, mon Dieu, mon Dieu? Parce qu'il emploie aussi propriamente, mais enfin, il emploie aussi propriamente, faudrait voilà, j'ai listé un certain nombre d'éléments à voir, mais, et dedans, il y a propriamente, mais il l'emploie plus dans le sens propre, du sens propre par rapport au sens figuré. Oui, mais là, c'est verdaderamente dont je te parle. Hein. Oui, je sais, mais comme tu as dit, on a traduit par proprement, donc je t'ai dit que... Oui, on a traduit par proprement. Voilà, je t'ai dit qu'il utilise aussi propriamente. Oui, il traduit, voilà. Et puis parfois, on a traduit par en vérité, je crois. Hein, en vérité, j'ai le souvenir, j'arrive pas à en trouver comme ça, mais je pense qu'on a traduit en vérité. Au niveau argumentatif, ce serait plutôt vraiment, mais ça demande pour la traduction une autre réflexion. Mais ce serait plus vraiment, à mon avis. Oui, pour que ça produise l'effet que tu as décrit, c'est ça. Hein, oui, d'accord. Oui. C'est bien ce qui me semblait, oui. C'est pour ça. Parce qu'après, quand tu passes par les paraphrases, c'est plus, enfin, quand tu passes par les paraphrases, parce qu'après, il dit son verdaderamente reyes. Et c'est pratiquement son verdaderos reyes. Enfin, c'est très proche, donc je ne sais pas. Faudrait... C'est dans la même loi, tu te souviens? Oui, c'est la loi 6. Et il y a l'exemple la loi 6 du titre... Titre 20. J'ai mis les exemples. C'était le deuxième exemple que j'ai mis après le premier. Celui-là, Hélène. Ouais. Donde si lo ganan los reyes en alguna de las maneras, etc., son dichos verdaderamente reyes.
Ça vous remplit pas d'angoisse, les traducteurs, là? Non, pas d'angoisse, mais bon. Ah bon. Moi, ça me remplit d'angoisse. Je pense Ben, que... si, oui. Enfin, Vas-y, Lana. non, je t'en prie, je parlerai après toi. Juste pour dire très brièvement que je pense que la traduction proprement, elle n'est pas aberrante Ouais. en l'occurrence, Non, parce c'est que pas aberrant, non. non, ça consiste quand même à disqualifier une définition concurrente, en fait. Si on dit que on appelle proprement roi ceci Ça et veut dire cela, qu'autre chose n'est pas ce serait une propre. définition Oui, d'accord. qui ne serait pas fausse, mais impropre. Là, ça va alors, oui. Ouais, je pense que ça fonctionne. Là, ça fonctionne. Oui. Corinne, tu penses que ça fonctionne, là, proprement? Oui, je pense que ça peut fonctionner parce qu'effectivement, après, je ne sais pas, faut regarder dans le texte vraiment. Moi, D'accord. Oui, je dirais comme Olivier, oui. Mais je pense qu'il faut quand même bien regarder. Marie-Pierre, oui, tu voulais dire quelque chose? Il me semble qu'avec propre, on qualifie le dire. C'est-à-dire on peut, de façon propre et donc non impropre, qualifier de roi, etc., etc. Donc, c'est pas tout à fait ça. Et en même temps, on va retrouver ce que tu disais, me semble-t-il. C'est-à-dire que si c'est proprement, ça renvoie à quelque chose qui serait impropre. Donc, voilà. On retrouve quelque chose qu'on présuppose et qu'on va rejeter. Et d'ailleurs, quand on traduit, quand on était en train de regarder pour les guillemets et tout ça dans Billy Allen, on avait hésité avec propriamente. Vous vous rappelez? À mettre les guillemets ou pas? Ouais. Oui. Mais ton verdaderamente, ça me faisait penser à, dans la classification de Portolès, aux opérateurs de refuerzo argumentativo. C'est-à-dire ce que je le présente comme le meilleur argument face à d'autres que je ne cite pas nécessairement, mais je reconnais qu'il en existe d'autres et ce que j'apporte est l'argument que je mets en avant, que je considère comme le meilleur. On est un petit peu... il me semble qu'on est un petit peu là-dedans. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Et à ce côté, c'est ça, en fait, quand on disait de redoubler le dire pour lui donner plus de poids par rapport à une espèce d'heure ou une sorte d'heure où, au contraire, on est dans la faille, quoi. Enfin, donc, il y a cette idée de renforcer le poids de ce qu'on est en train de dire. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres réactions? J'aurais une question qui pourrait sembler bien naïve. Mais qui ne l'est pas, donc. Non. Bien sûr, évidemment, j'ai été très intéressée par ton développement. Et la question que je pose, c'est, tu dis que, bon, Alphonse X, il anticipe toute contestation, toute polémique. Et la question que je me pose, c'est d'où elle pourrait surgir, cette contestation ou cette polémique? Et sous quelle forme? Je vais laisser d'autres plus autorisés que moi répondre. Patricia, tu es tout indiquée. De la noblesse, forcément. La concurrence entre les fueros et les partidas. Les fueros, les fazañas et les partidas. Voilà. Mais de toute façon, même sur le plan discursif et de ce que tu as dit, en fait, il y a une rupture avec, qui est même simplement discursive par rapport à des discours précédents. Donc, on est face à un implicite qui est soulevé là, grâce à Verdaderamente, qui place le discours en rupture avec quelque chose qui a précédé, non? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, il ne s'inscrit pas véritablement dans la tradition. Oui. Voilà, et du coup, pour des lecteurs attentifs, je pense qu'ils pourraient voir tout de suite que
qu'il est en train de définir d'une certaine façon et qui ne correspond pas à ce qu'ils ont l'habitude de voir ni d'entendre. Et surtout, au fur et à mesure que le texte avance, on voit bien que il renforce, enfin, tout va dans le renforcement du pouvoir royal et dans la perte de privilèges. Donc, par rapport, si on connaît les textes antérieurs, on voit tout de suite qu'ils ne respectent pas la tradition. Par rapport à ce que tu as dit, aux travaux de Autier et Révuz, effectivement, indique bien grâce à l'adverbe, grâce au marqueur de dire, on est là en fait dans l'origine du discours, mais aussi dans la vérité du discours et dans être le garant en fait de ce discours. Donc à mon avis, cette modalisation, elle se fait très très bien avec l'adverbe qui indique, comme tu l'as expliqué, une rupture dans le discours. C'est vrai qu'avec les exemples que tu as sélectionnés, ça se voit très très bien. Ce sont de très beaux exemples. Et cet adverbe, on ne le trouve pas dans le prologue, parce que dans le prologue, vraiment, le roi apparaît comme… rien ne peut être remis en question, il n'y a pas de démonstration, il est dépositaire, garant d'un saber cierto. Et c'est pour ça que, voilà, je me semblait qu'on pouvait lier les deux. Les deux, oui, tout à fait. Je vais relire le prologue, justement, parce que en fait, il utilise tout au long du texte verdaderamente, mais il y a des fois aussi, comme je vous ai dit, mais propriamente, j'ai cru comprendre que propriamente, c'était plutôt pour le sens figuré, mais il faudrait revoir l'ensemble des adverbes peut-être ou de ce type de mots. Señaladamente aussi, qu'on rencontre souvent, qui n'a pas peut-être pas la même fonction, mais qui est un adverbe qui apparaît beaucoup dans les partidas. Hein. Ouais, il y a peut-être quelque chose de plus général à faire. Ouais. Je pense qu'on trouve aussi derechamente. Je pense que oui, derechamente. Et justement, en fait, l'enjeu de cette resémantisation, du passage des mots de l'usage commun à un usage spécifique, c'est aussi l'idée que ces mots deviennent des concepts juridiques, en fait. Que le mot roi, qui était un nom employé par tous dans n'importe quel contexte, va prendre un sens spécifique et fixé par Alphonse X dans ce nouveau contexte qui est celui de la loi. Et donc, voilà, il y a le roi peut-être tel qu'on peut en parler hors de la loi, et puis le roi tel que la loi le définit. Donc, finalement, l'idée qu'il y ait un dire concurrent, c'est intéressant aussi pour Alphonse X, c'est-à-dire l'idée de suggérer qu'il y a d'autres façons de dire, c'est aussi une façon de poser comme supérieur, en fait, la définition qu'il donne. C'est-à-dire qu'il y a table rase et en même temps une table rase qui doit quand même présupposer l'existence de quelque chose d'antérieur pour fonder sa supériorité, peut-être. Ouais. Tout à fait. Ouais. Justement, à vous entendre tous, donc, et on entend beaucoup d'autres adverbes qui viennent se superposer. En français, on a également aujourd'hui, au-delà de vraiment, on a véritablement, quelquefois vraiment, véritablement. Et d'autre part, c'est intéressant aussi de voir que l'espagnol a gardé verdadero, au-delà de vero, veramente, qui a existé également. Et les langues ont une espèce d'éventail, de modalisateurs, d'enclosure comme ça, pour reprendre ce terme, qui doivent nous conduire à étudier très précisément ce qu'un mot nouveau apporte. Justement, dans le domaine du latin, je parlais de vere, et puis il y a aussi quidem, et puis il y a aussi certe, qui ont plus ou moins des sens restrictifs par rapport à l'idée antérieure, l'idée dans le domaine de l'interlocutif. Et donc tout ça est à étudier très, très, très près et voir ce que l'espagnol et le latin et le français disent de la même façon ou de façon différente. J'ai l'impression qu'en latin, c'était vraiment… On a or aussi en français, mais en latin, l'interlocution est très difficile à analyser.
Ouais. Je ne sais pas, Corinne, pardon, si tout à l'heure j'ai eu un petit moment d'absence ou quoi, mais donc les cas que tu as donnés, verdaderamente étaient antéposés toujours, hein, c'est ça? Oui, oui, oui. Et donc, c'est la même chose s'il est postposé ou ça, Non, tu ne l'as pas. Je pense que ce n'est pas la même chose, mais C'est pas la même chose, non, d'accord. en général, ouais, ça fonctionne comme ça quand c'est antéposé, mais il faudrait vérifier encore. Mais les exemples, j'ai d'autres exemples où il est postposé, où j'ai verdadero aussi postposé, et je sais que dans l'analyse que je faisais, je mettais contre-exemple, parce que ça, c'était pas la même chose. Ça fonctionnait pas. Voilà, ça fonctionnait pas, oui, ça fonctionnait pas. Donc c'est pourquoi je pense que la position doit jouer un rôle. Ouais. Alors là, j'ai un exemple, moi, sous les yeux, mais qui, je ne sais pas trop si on peut faire confiance à cet exemple, mais qui est a este nombre, alors il faudrait trouver ce qu'il y a a este nombre, je ne sais plus, a este nombre verdaderamente. C'est en 5-8. Et donc, je vais chercher ce que c'est. Et on avait traduit avec raison. Il porte ce nom de roi, c'est le nom de roi. Il porte ce nom de roi avec raison. Ah, c'est pareil. Pour dire la traduction, je ne suis pas sûre que. Ah, attends, tu as dit a este nombre. Qu'on ait raison de traduire comme ça. Il porte ce nom. A este nombre verdaderamente. Et on a traduit. Avec raison, c'est comme ça qu'on a traduit en tout cas. Mais il s'agit du roi à nouveau. Hein. Mm-hmm. Ouais, il faudrait voir hein, parce que là, bon, il est postposé et je ne sais pas. Bref. Non, Corinne, à chaque fois que tu nous parles d'Alphonse X, on se dit mon Dieu, la traduction, on sort de là épouvanté. Non, mais je pense qu'il faut bien, voilà, c'est pas toujours évident, de savoir ce qui va changer, toi. Donc, il faut prendre le temps d'avoir plusieurs exemples. Voilà. Et donc, j'ai gardé beaucoup d'exemples postposés, mais il me semblait que c'était pas exactement la même chose. D'accord. En tout cas, des exemples que j'ai eus, je n'ai pas vu celui-là. Donc, voilà. Et pareil, lorsque verdadero ou verdadera s'était postposé. C'était plus authentique, enfin, c'était pas. Je ne retrouvais pas le même sens, ouais. Donc, je pense qu'il faudra regarder de plus près. Il faut regarder de plus près, en fait. Ouais, il faut regarder de plus près. Ouais, il faut arriver à avoir une approche peut-être un petit peu comme Virginie le suggère, un petit peu plus systématique lorsque ça se ressemble et lorsque ça ne se ressemble pas, voilà, peut-être. Ouais. Et là, d'ailleurs, dans cette loi dont est tiré l'exemple de notre lexique verdaderamente, je tombe sur des derechamente à l'appel. Hein. Oui, il y en a beaucoup aussi. Ouais, comme Patricia l'a dit aussi, c'est Segnalamentare aussi, il y a beaucoup. Ouais. Okay. J'avais une question, s'il vous plaît. Oui. C'est à propos toujours de l'enclosure verdaderamente. Dans quelle mesure c'est un anticipateur de doute, vous avez expliqué? En fait, on aura tendance à employer cette enclosure-là lorsque on a conscience quelque part que ce que l'on est en train de dire peut porter à polémique, quoi, peut être sujet de discussion. Et donc, on va renforcer, enfin, comme Marie-Pierre le disait, ça va venir renforcer. C'est pour ça que j'ai parlé de confirmateur en quelque sorte de l'énonciation pour donner plus de poids à une énonciation que l'on sait attaquable en fait. Et j'ai pas eu le temps de creuser davantage, mais je sais qu'on peut faire un lien aussi avec la manière dont on définit toutes les modalités de précaution oratoire. J'en ai parlé rapidement, mais il y a aussi quelque chose qui se tisse là entre ce qu'on trouve dans les traités de rhétorique sur la manière de mettre en œuvre des précautions oratoires et ce type d'enclosure. Il y a quelque chose là parce que quelque part, en tant qu'énonciateur, on est conscient
de la transgression que l'on commet. Donc, par anticipation, on va renforcer son discours. D'accord. Si, je comprends mieux. Et aussi, pour réagir à ce que disait M. Darbord, ça veut dire qu'il y a alors une nuance entre, en français, vraiment et véritablement, alors? Je laisse Bernard répondre. Enfin, c'est une très bonne question, parce qu'on peut se poser. J'ai dit ça parce que j'entendais beaucoup de réflexions tout à fait justifiées, derechamente, etc. Alors, l'idée que véritablement succède à vraiment, c'est-à-dire que du point de vue de l'évolution. Hein, et de la même façon, en espagnol, on dit verdadero, hein, c'est-à-dire qu'on a formé un adjectif à partir de verda, mais verda lui-même a été formé à partir de verus. C'est la base, c'est l'adjectif verus en latin. Et donc, le jour où en espagnol on s'est dit attention, vero, 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 la vera passe, enfin, vero, ça existe, hein, ça a existé. Et alors, peut-être que oui, à un moment donné, on a voulu donner plus de force ou je sais pas, un signifiant plus gros. Et alors, on a créé verdadero, hein, non plus vero, mais verdadero. Et puis nous, en français, c'est pareil. Hein, verus, bon, vraiment, d'une façon vraie, hein, vraiment, d'accord. Puis après, vraiment, enfin, c'est un peu juste. Alors, on a renforcé le signifiant peut-être pour donner davantage de poids à son affirmation. C'est une idée qu'on est obligé d'observer, hein, c'est que souvent, dans nos langues, on cherche à renforcer le signifiant pour donner plus de signifié. C'est pas sûr, mais enfin, oui, quand on est en français aujourd'hui, quand on dit véritablement, oui, on veut donner plus d'emphase. Je ne sais pas si on y arrive, mais on veut donner plus d'emphase et on emploie véritablement plutôt que vraiment. Mais en fait, dans ce cas-là, véritablement est à peu près synonyme de vraiment. Oui. À part la dimension. Non, peut-être pas, Corinne. Dans la dimension interlocutive, peut-être qu'on veut boxer un peu plus fort son interlocuteur. On emploie un mot plus, je sais pas, plus emphatique, plus, voilà. Oui, je suis d'accord sur le côté renforcer le signifiant, mais est-ce que le fait d'utiliser véritablement, parce qu'il est plus lourd, je dis ça comme ça, hein, au niveau du signifiant, n'est pas la transposition du sens de vraiment à véritablement, mais simplement on l'utilise le signifiant le plus lourd. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Ça, je crois que oui. Oui. Marie-Pierre. Moi, il me semble que oui. Par contre, je serais incapable de dire quoi, mais il me semble que dans des choses toutes bêtes comme on va pouvoir dire il fait vraiment beau aujourd'hui. Ça me paraît difficile de dire il fait véritablement beau aujourd'hui. Non, ça se dira pas. Ça n'aurait pas le même sens. Un problème de poids. Je peux vouloir insister sur le fait que c'est vraiment extraordinaire qu'il fasse beau. Je vais pas mettre véritablement parce que c'est plus lourd et donc plus emphatique. Oui. Là, ça mais moi, en parlant, je pensais à l'emploi que les jeunes font de véritablement. Ah bah oui. Ah, oui. Ouais. Oui, mais il existe cet emploi. Hein? Oui, bien sûr. Je pensais plus, parce que je pensais pas aux locuteurs qui connaissent, je dis pas qu'ils connaissent, mais enfin qui vont vraiment faire la distinction. Mais il y a des emplois de véritablement dans la langue des jeunes. Oui. Où on a franchement l'impression que c'est juste pour ne pas dire vraiment. Oui, c'est possible. Oui. Et je pense qu'il y a des moments où on ne peut pas mettre l'un pour l'autre. Oui, mais dans ces emplois-là, je n'ai pas d'exemple qui me viennent, mais on a l'impression que c'est juste parce que ça leur plaît plus de dire véritablement. C'est possible, ouais. Aujourd'hui, vraiment, est un simple quantitatif souvent. Il est vraiment malade, ça veut dire qu'il est très malade, hein, tout simplement. On perd l'idée de vrai, de vérité, on s'en est complètement écarté. C'est plus la vérité, c'est une espèce je dirais que c'est un quantitatif.
Et véritablement, c'est peut-être, et quelquefois employé dans certains cas pour renforcer, pour retourner sur la racine de vérité, vers la racine de vérité, de véridique. Ah, il y a le véridique aussi. C'est un domaine très intéressant. Alors, de mémoire, Ducrot, je crois qu'il disait pour vraiment que c'était employé lorsque c'était pour le locuteur le fruit de son expérience. Ah oui. Il fait vraiment beau aujourd'hui. Oui. Je l'ai expérimenté par moi-même. Oui. De mémoire, hein, il me semble que c'est ce qu'il disait. Et il fait véritablement beau aujourd'hui. Ça voudrait encore plus renforcer son idée, son expérience. Vraiment, là, je constate qu'il fait beau. Là, on pourrait peut-être admettre véritablement, avec donc un peu plus de signifiant par rapport à vraiment. Enfin, voilà. En tout cas, c'est une bonne question. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Ben, s'il n'y a pas d'autres interventions, ben, je vous remercie de votre participation, de votre présence. Et puis, si on ne se revoit pas, je vous souhaite de très, très bonnes vacances, bien méritées.